Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Cela se passe en Savoie-Mont-Blanc, une émission coproduite avec le Conseil Savoie-Mont-Blanc. Vous le savez, comme chaque mois, nous allons revenir pendant 13 minutes sur l'actualité de nos deux départements. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marina Ferrari, vice-présidente du Conseil départemental de la Savoie, déléguée à l'enseignement supérieur et à l'énergie. Marina Ferrari, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur ce plateau. Alors on va revenir sur plein de sujets. On débute notamment avec un reportage sur la parité dans les assemblées départementales. Fanette de Buisson avait profité du 8 mars dernier, la journée internationale du droit des femmes, pour faire le point au Conseil départemental de Savoie, là où vous siégez. On regarde ce reportage et on en reparle juste après. C'était en 2014. 6 femmes sont élues au Conseil départemental de Savoie. En 2018, elles sont 19, autant que leurs homologues masculins. Le bouleversement eut lieu en 2015 lors des dernières élections. Pour la première fois, grâce à la loi de mai 2013, la parité devient obligatoire. Parmi les nouvelles venues au département, Brigitte Beauchaton, vice-présidente déléguée aux ressources humaines, elle pilote 2500 agents. C'est vrai que quand on m'a proposé ce poste, je savais que c'était un poste vraiment à grosse responsabilité. On nous donne des postes, eh bien il fallait aussi qu'on se l'approprie et puis qu'on fasse le nécessaire. Donc on a travaillé, surtout beaucoup travaillé. Je pense qu'ils ont bien compris qu'on n'était pas là non plus juste pour faire de la figuration. Le nombre de conseillères départementales en France a été multiplié par 4 depuis 2015 avec le scrutin binominal. Pour chaque canton, un binôme d'un homme et d'une femme est élu. Je n'étais pas très favorable à cette nouvelle loi électorale. Non pas parce qu'elle était paritaire, puisque comme député, j'avais voté la loi sur la parité, mais je trouvais ce système des grands cantons avec un couple qui se présente un peu curieux à expliquer aux électeurs. Bon, mais la loi est la loi, et finalement, du point de vue de la diversification du recrutement des élus départementaux, je pense que c'était une bonne chose, puisque ça remet en cause un certain nombre d'habitudes et de conservatisme. Donc de ce point de vue-là, je trouve que c'est formidable. Colette Bonfils, première femme élue au département en 1979, a longtemps été l'une des rares femmes de l'Assemblée. Peut-être qu'elles veulent aller plus au fond des choses que habituellement les hommes qui font entre guillemets de la politique. Voilà. Donc peut-être beaucoup plus, un apport plus de concret. Le nombre de femmes a augmenté de façon importante dans les conseils départementaux. Mais on constate encore, si vous voulez, qu'on reste sur des stéréotypes. C'est-à-dire que les postes de vice-présidence, même s'il y a une vice-présidence femme à l'économie, la plupart des postes qui sont l'éducation, la jeunesse, l'action sociale, les personnes âgées, les personnes handicapées, l'action sociale, restent quand même, ce sont des vice-présidents. Il y a encore des progressions à faire de ce côté-là, mais je pense que ça va venir. 90% des présidences des conseils départementaux sont aussi tenues par des hommes. Le chemin reste encore long, d'autant que seules les assemblées départementales et régionales sont totalement paritaires. Le Sénat, l'Assemblée et les conseils municipaux en sont bien loin. La France compte 29% de sénatrices, 39% de députés et 16% de maires. Alors on continue dans les chiffres. En 2011, en France, il y avait 11% de femmes dans les assemblées départementales. Depuis 2015, ce chiffre est passé à 50%. Le fait qu'il ait fallu passer par une loi contraignante, ça montre qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Malheureusement, oui, je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Moi, j'ai un peu la position du président du conseil départemental, d'Hervé Guémard. Je n'étais pas très favorable à cette loi au départ. J'en parle d'autant plus librement étant une femme. Je pensais qu'une femme pouvait très bien faire ses armes en politique et sans avoir à en passer par la loi. Force est de constater, néanmoins, que cette loi était tout de même nécessaire. Vous avez rappelé les chiffres. 6 élus départementales sous le précédent mandat, 19 aujourd'hui. Voilà, il faut aussi constater les choses. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y aurait pas 19 femmes autour de la table du conseil départemental s'il n'y avait pas eu cette loi. Alors, ça a été rappelé par une de mes collègues. Je pense qu'aujourd'hui, on a peut-être aussi une vision différente de faire de la politique. On est pour la plupart des nouvelles élues, nous sommes des nouvelles élues. Donc, on arrive aussi avec un regard neuf sur l'action départementale. Donc, je pense que cette loi était malgré tout bénéfique. Pourquoi, selon vous, ça met autant de temps à se mettre en place, la parité, notamment en politique ? Je pense que c'est la société qui évolue peut-être moins rapidement enfin en tout cas en politique, qu'elle peut évoluer au niveau du privé par exemple. Les femmes aussi se posent beaucoup de barrières par rapport au monde politique. On a peur de s'engager, on pense ne pas être à la hauteur souvent, on pense que la tâche sera trop importante pour nous. Et puis bien souvent, les femmes doivent mener aussi de front la vie familiale et la vie professionnelle. Donc quand on rajoute une couche avec la vie politique, on se dit qu'on ne sera pas en mesure de tout affronter.
Aujourd'hui, néanmoins, les hommes aussi évoluent beaucoup, y compris dans la sphère familiale aujourd'hui, en prenant de plus en plus leur place, notamment dans l'éducation des enfants, et c'est très heureux. Donc je crois que les mentalités ont déjà bien évolué et vont continuer à évoluer en ce sens. Si on se défait du domaine politique, comment est-ce qu'on peut agir pour que la parité homme-femme rentre plus facilement dans les mœurs ? Je crois que c'est toute une éducation qui est à faire déjà de base dans la gestion qu'on a à la relation homme-femme. À titre privé, moi je suis maman d'un petit garçon, c'est vrai que je ne fais aucune différence dans l'éducation que j'aurais pu faire si ça avait été une petite fille. Je crois qu'il y a un point déjà, c'est l'éducation, deux, c'est la formation aussi. Si on sort, si je parle par exemple de l'administration départementale aujourd'hui, qui est très féminisée, hein, on a 59% d'agents qui sont féminins aujourd'hui. C'est d'ailleurs, on est à peu près dans la normale de ce qui se fait dans la fonction publique territoriale aujourd'hui. Il y a également une grosse action de formation, de grosses actions de formation à mener vis-à-vis des personnels, masculins ou féminins, pour ouvrir aussi le champ des possibles. C'est vrai que Brigitte Beauchaton l'a expliqué, la politique départementale qui est menée en la matière est assez complète. Je crois qu'il faut aussi rassurer les femmes en leur disant vous pouvez accéder à des carrières plus importantes au sein de la fonction publique. Si vous regardez aujourd'hui le département de la Savoie, c'est 70% des cadres de catégorie A qui sont des personnels féminins. Voilà, donc c'est toute une politique de long terme qu'il faut mener pour rassurer aussi les femmes et puis leur dire allez-y, engagez-vous. Enfin, vous êtes capables, aussi bien que ces messieurs, d'arriver à des postes à responsabilité. Est-ce qu'il y a une chance que le prochain ou que le prochain président du conseil départemental de Savoie soit une femme ? Alors, dans les échéances à venir ? Dans les échéances à venir, je ne sais pas. Je veux dire, on n'a pas une boule de cristal pour dire quels vont être les résultats des prochaines élections. En tout cas, je pense qu'on verra de plus en plus de femmes arriver à des niveaux de responsabilité importants dans toutes les collectivités. Alors, vous êtes en charge, je l'ai dit en début d'émission, en charge de l'enseignement supérieur au conseil départemental. Le 13 mars dernier, l'université Savoie-Mont-Blanc a signé une convention de partenariat avec les villes d'Annecy et de Chambéry afin de promouvoir la diffusion de la culture scientifique. En quoi c'est important ce genre d'opération, d'initiative ? Alors c'est important puisque la culture scientifique en France, on le sait dans toutes les études statistiques, a besoin d'être davantage diffusée. Alors, on voit par exemple, il y a eu un rapport récemment sur les mathématiques, l'enseignement des mathématiques, on voit qu'effectivement aujourd'hui les jeunes ont encore du mal à envisager de faire carrière dans les disciplines scientifiques sur certains champs d'activité. Le rôle de l'Université de Savoie est prépondérant sur la diffusion de la culture scientifique. Alors je ne rappellerai pas tout ce qui est fait au sein des laboratoires de recherche de l'université parce que Dieu sait que les domaines, en tout cas dans lesquels ils interviennent, sont très importants, y compris pour nos territoires. Mais je crois que ce genre d'action est très important puisque ces actions vont s'adresser à la petite enfance jusqu'au grand public dans son ensemble et ça permet de vulgariser la connaissance scientifique. Je vous propose d'écouter Alexandra Turnard, maire adjoint à Chambéry, déléguée justement à la culture. L'objet de ce partenariat est de concrétiser et de pérenniser les actions qui sont menées depuis de nombreuses années, mais il y a une nouveauté dans cette convention, c'est le projet Écoscience. Et Écoscience est en fait un réseau social scientifique qui est animé et contrôlé par les deux centres de culture scientifique, la Galerie Eureka et la Turbine, et qui permet, via des groupes de discussion tels que les réseaux sociaux type Facebook, de discuter de sujets scientifiques. Tout le monde peut collaborer à condition d'être un scientifique, un amateur éclairé, et un modérateur vérifie l'information qui est donnée, ce qui permet aujourd'hui de proposer un réseau social qui est un réseau social où l'information est juste et où la fake news est bannie. Cette démarche est engagée depuis de nombreuses années entre les enseignants-chercheurs, les chercheurs de l'Université de Savoie-Mont-Blanc qui nous fournissent la matière grise, la matière principale, qui nous permet ensuite dans nos centres de culture scientifique de vulgariser auprès du grand public les grands sujets scientifiques d'actualité ou d'histoire et qui nous permet, que ce soit pour des publics adultes ou pour du jeune public, via la médiation culturelle, de transmettre un message scientifique juste et étayé et parfois de débattre dans des grandes conférences telles qu'elles peuvent se tenir ce soir à l'Université de Savoie-Mont-Blanc, Amphi pour tous. Votre domaine de compétence, à savoir l'enseignement supérieur, et on l'a vu, extrêmement bien représenté à travers l'Université Savoie-Mont-Blanc. L'USMB, aujourd'hui, c'est un véritable fleuron pour le département ? Absolument, pour nos deux départements, oui, pour les deux départements. L'Université Savoie-Mont-Blanc est un acteur incontournable à plusieurs titres. Déjà, pour l'accès aux connaissances des jeunes Savoyards, il faut savoir qu'il y a plus de 35% des jeunes bacheliers issus des Pays de Savoie qui étudient à l'Université de Savoie-Mont-Blanc. Donc je pense que c'est important d'offrir une offre d'enseignement supérieur à destination vraiment de nos jeunes. Ça évite aussi parfois économiquement d'avoir à prendre des loyers dans des grandes villes, de devoir se déplacer. Voilà. Et c'est une offre de qualité qui est sur le territoire, puisque l'Université de Savoie-Mont-Blanc s'illustre dans beaucoup de classements et a vraiment des formations d'excellence.
Deuxièmement, l'Université de Savon-Blanc, c'est aussi un acteur économique très important de nos territoires. 15 000 étudiants qui étudient, qui vivent, qui consomment, les enseignants, les personnels de l'université, on peut estimer ça avec les contractuels à environ 3 000 personnes qui travaillent sur notre territoire, et puis tous les achats aussi que fait l'université sur nos territoires savoyards. Et puis également, c'est aussi un vecteur d'aménagement du territoire qui est très important. Aujourd'hui, je pense qu'il est indispensable de maintenir... alors qu'on est frontalier, un lien entre l'Italie et la Suisse en pays alpin. Et donc, de ce fait, l'Université Savon-Blanc est extrêmement bien située. Allez, on termine avec un dernier reportage important, le vote du budget. Vous participiez à ce vote vendredi dernier, un reportage de Pauline Courceau. Investissement, c'est le mot d'ordre de ce budget 2018. 117 millions d'euros assureront l'aménagement et le développement du territoire. Des investissements possibles sans augmentation des impôts et sans emprunter. Pour autant, certaines inquiétudes demeurent. Il est question de supprimer des recettes fiscales au département. Je pense notamment à la taxe sur le foncier bâti, dont je rappelle que nous n'avons pas augmenté les taux depuis 12 ans, dans le cadre de la réforme de la fiscalité locale. Donc nous sommes en vigilance sur ce sujet. Si on supprimait le foncier bâti au département, nous n'aurions plus aucune recette fiscale et donc plus aucune autonomie et plus aucune marge de manœuvre pour investir pour les Savoyards. En attendant, l'éducation fait partie des priorités. 13 millions d'euros sont alloués pour réaliser des travaux de neuf et de maintenance. 28 collèges sont concernés. Aujourd'hui, finalement, cette enveloppe ne servait qu'à rendre ces obligations réglementaires et non pas à travailler sur le volet pédagogique. Or, nos collèges, pour la plupart, sont relativement anciens et ils ont besoin d'être réajustés pour mieux correspondre aux normes pédagogiques actuelles. Enfin, les EHPAD au cœur de l'actualité vont bénéficier d'un renforcement en jouant sur les ratios. En tout, ce sont 52 établissements qui seront concernés par cette aide. C'est à peu près 500 000 euros qui est mis à disposition des EHPAD, alors selon plusieurs critères, c'est-à-dire qu'on a réévalué le niveau de dépendance des établissements, des personnes qui sont dans ces établissements, ce qui augmente bien sûr la dotation. On a fait des dotations complémentaires pour les établissements qui ont des accueils temporaires et aussi pour quelques établissements qui accueillent des personnes handicapées vieillissantes dont la prise en charge est différente et un petit peu plus lourde. Enfin, avec la fin des travaux du tunnel du Chat, le département va pouvoir de nouveau investir en conséquence sur ses routes. Budget 53 millions d'euros. Marina Ferrari, on l'a vu dans le sujet, le mot d'ordre, c'est l'investissement. J'imagine que c'est important pour le département de montrer sa capacité à investir malgré les difficultés actuelles. Oui, je crois que c'est essentiel. Quand on regarde le budget, donc on est à peu près stable par rapport au budget de l'année précédente. Par contre, on récupère 17 millions d'euros de capacité d'investissement, donc ce qui est quand même très significatif. C'est vrai qu'on n'a pas attendu les injonctions gouvernementales pour faire des efforts en matière de maîtrise de nos dépenses de fonctionnement en Savoie. Ça a été rappelé par le président dans le reportage qu'on vient de visionner. Et je crois que c'était très important aujourd'hui de pouvoir réinvestir sur des outils qui sont dans nos compétences prioritaires et qui sont indispensables pour les Savoyards. On a vu les collèges, bien évidemment, on a vu les routes, et avec les intempéries qu'on a connues cet hiver, on a un niveau d'investissement très important à apporter sur nos infrastructures routières. Et puis également dans l'actualité, il y a bien sûr le traitement de la vieillesse et de la dépendance. On a vu sur les EHPAD, donc il y a vraiment eu un souhait aussi de l'Assemblée départementale de venir en soutien de ces établissements, parce qu'on connaît aujourd'hui et on est bien conscient des difficultés des personnels. Donc il était important pour nous aussi de pouvoir abonder à hauteur de 500 000 euros supplémentaires. Merci Marina Ferrari de m'avoir accompagné, d'avoir répondu à mes questions. Vous avez vu, ça passe très vite. Ça va très vite. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de Cela se passe en Savoie-Mont-Blanc. Merci à toute l'équipe en régie. Passez une très très belle journée sur 8 Mont-Blanc.